Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Marie-Belle Kambila. Je suis la fondatrice de No Congo No Phone. No Congo No Phone, c'est un mouvement qui a pris naissance il n'y a pas très longtemps. Mais moi-même, je suis très active associativement depuis un certain nombre d'années. Initialement avec une association qui s'appelle Nos Chemins Croisés, qui est une association qui promeut des artistes et des artisans afrodescendants. Et voilà, suite à mes différentes activités militantes, j'ai décidé de créer No Congo No Phone. No Congo No Phone, ça vient d'une chanson qui est de l'artiste BM. En fait, l'année dernière, avec un collectif, on a organisé la manifestation qui a eu lieu à Genève. Et j'ai vu passer un autocollant à plusieurs reprises sur lequel il était écrit No Congo No Phone. Ça m'a beaucoup interpellée. J'ai cherché à savoir d'où venait cet autocollant. J'ai lancé un petit message sur les réseaux et 1 heure plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelait. C'est un artiste genevois basé à Zurich, avec qui j'ai discuté et je lui ai demandé s'il était OK de me faire cadeau de son logo. Et il l'a accepté. Et initialement, c'était pour faire une marque de t-shirt que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Et par la suite, ça a donné ce mouvement qui se veut dénonciateur d'une exploitation, d'une surexploitation des minerais du Congo, notamment par le monde de la tech. Donc voilà un peu la mission que je me suis donnée. Dans le cadre de cette mission, moi j'ai pris contact avec David, qui est assis à côté de moi, dont je suivais le travail déjà depuis un bon bout de temps et que je trouvais très important. Génération Lumière, ils font un travail extraordinaire. Qui est basé en France et dans la région des Grands Lacs, notamment en RDC, dans la région du Kivu. Et Génération Lumière, il parle d'environnement, d'extraction, de de toutes les conséquences à la fois environnementales et humaines que cette surexploitation des sous-sols congolais subit. Donc moi je serai pas très longue, je suis plutôt là en tant que modératrice, donc je vais essayer de faire en sorte que cette discussion soit intéressante. Ça, je pense que ça le sera. Il y aura à un moment donné, on vous demandera aussi d'intervenir et de participer parce que l'idée c'est que on puisse établir un échange également. Donc juste pour vous introduire, David et Jordi qui sont là aujourd'hui présents. Donc, avec David, c'est le fondateur et président de la Génération Lumière, une organisation qui œuvre pour la souveraineté minière, la justice environnementale et le développement durable en RDC. David, c'est un militant engagé, un expert sur les questions minières en Afrique. Il sensibilise sur l'impact de l'extractivisme, dénonce les pillages des ressources congolaises et travaille sur des solutions concrètes pour garantir une exploitation minière éthique et bénéfique aux populations locales. Son combat il s'inscrit dans une lutte plus large contre l'impunité des multinationales, la dépendance économique imposée par le modèle néocolonial et la nécessité de redonner aux Congolais le contrôle sur leurs propres ressources. David aujourd'hui est accompagné de Jordi Mvouté, responsable du groupe des questions juridiques au sein de Génération Lumière. Donc Jordi fait partie de l'équipe qui a notamment travaillé sur le plaidoyer de l'association. Il est à la tête des coordinateurs juridiques de l'association, qui est formé de différents juristes dont le travail est de traduire les arguments politiques en des éléments juridiques qui soient plus facilement compréhensibles par les élus et les autres interlocuteurs. Donc Jordi, il est actuellement dans sa dernière année de thèse en droit à l'université Jean Moulin Lyon 3. Il travaille sur son doctorat sur une thèse qui est liée aux questions de l'intelligence artificielle et de leur législation.
Donc, juste avant de donner la parole encore une fois à David et Jordi, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres clés qui montrent le rôle essentiel de la RDC dans l'économie mondiale des matières premières. Concernant le cobalt, après, ces messieurs vous expliqueront de manière plus précise de quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on parle de cobalt, de coltan, de cuivre, d'or ou de diamant. Concernant le cobalt, la RDC détient 70% des réserves mondiales. Elle fournit plus de 75% de la production mondiale, avec des estimations qui varient entre 2,5 et 3,5 millions de tonnes. Ces minerais, il est indispensable pour les batteries lithium des smartphones, des voitures électriques et tout ce qui concerne l'énergie renouvelable. En 2023, la RDC a produit environ 170 000 tonnes de cobalt, représentant environ 74% de la production mondiale, en légère augmentation par rapport à 2018 où c'était à 70%. Concernant le coltan, la RDC possède entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan, principalement situées dans la région du Kivu. Ce minerai il est essentiel aux microprocesseurs et à l'industrie électronique. En 2019, la RDC a fourni environ 40% de l'offre mondiale de coltan, essentiellement pour la fabrication des composants électroniques. Pour ce qui est du cuivre, la RDC est le premier producteur africain, avec une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes pour 2023. Le cuivre est vital pour des infrastructures électriques et la technologie. Pour ce qui est de l'or et du diamant, alors bien que largement trafiqué et exploité illégalement, l'or congolais est estimé à plusieurs milliards de dollars exportés clandestinement chaque année vers Dubaï ou la Suisse. Les impacts économiques pour la RDC sont énormissimes et assez paradoxales. Donc malgré cette grande richesse exceptionnelle, plus de 73% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. L'industrie minière représente environ 95% des exportations du pays, mais les profits ne bénéficient pas aux populations locales. Et les multinationales et les pays voisins, Rwanda, Ouganda, on reviendra sur ce sujet-là bien entendu, tirent d'énormes bénéfices du pillage des ressources congolaises, souvent avec la complicité de certains acteurs locaux. Donc ces chiffres, ils montrent de quelle manière la RDC apporte à l'économie mondiale concernant les technologies, les énergies renouvelables, a un apport immense. Donc sans la RDC, toutes ces économies ne pourraient pas fonctionner. Pourtant, ce sont les Congolais qui subissent cette pauvreté, l'instabilité et les violences résultant de cette exploitation. Donc, dans le cadre de cette discussion, l'idée est de mettre la lumière sur ces injustices, de déconstruire les discours dominants et d'imaginer des alternatives ou des ressources congolaises bénéficiant en priorité aux Congolais. Donc maintenant, on va approfondir ces thématiques avec David et Jordi, qui vont nous partager leur expertise et leur expérience sur le terrain. Donc, David, mes premières questions s'adresseront à toi. Il serait important qu'on puisse mettre un contexte historique et géopolitique de l'extractivisme en RDC. Donc, concernant l'exploitation des ressources congolaises, là, on peut partir excusez-moi. On peut partir de la conquête coloniale jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de conquête coloniale, je fais référence au caoutchouc sous Léopold II jusqu'au cobalt aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous en dire un tout petit peu plus? Bonjour, merci Marie-Belle pour cette grande présentation. Petite rectification, je suis militant contre l'extractivisme. Donc, a priori, je ne défends pas les mines au Congo et je suis un militant écologiste décolonial.
mais tout ce qui a été dit est assez juste. Donc, je te remercie pour ça. Je remercie aussi les organisateurs et organisatrices de cet événement. C'est notre première fois en Suisse. Donc, voilà, on a hâte de vous dire ce qu'on a préparé pour vous. Merci à vous aussi d'être si nombreux en ce moment. Alors, commençons cette histoire de conquête coloniale. D'emblée, je tiens à m'excuser, hein, le Congo, en tant que tel, existe avant 1885, mais on va commencer cette histoire en 1885. Et je vais essayer de faire vite, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester dans l'histoire. Voilà. Mais en 1885, il y a quand même un événement assez intéressant, c'est la conférence de Berlin, où on va se diviser l'Afrique. Les grands empires vont se diviser l'Afrique. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'en réalité, c'était d'abord une réunion sur la question congolaise, avant que ce soit une question de toute l'Afrique. C'était une question congolaise pour essayer de pacifier cette zone, pour éviter des conflits entre les Anglais, les Français et les Allemands, et pour permettre la libre circulation des ressources dans cette zone. Et à partir de là, ce qui va en sortir, on va créer une espèce de zone au milieu de ce vaste continent que le Congo a sous sa forme contemporaine. Et on va décider de le donner à Léopold II, qui va donc, Léopold II était un roi des Belges, qui est censé diriger cet État. Je précise, on va les lui donner. Ça n'est pas, là encore, une colonisation de l'État belge. C'est un espèce de jardin personnel du souverain belge. Une fois ce contexte installé, on fait un petit bond en 1892. Donc, juste 7 ans après cette réunion, on a un géologue belge, Jules Cornet, je pense que son nom, on s'en fout un peu, voilà, qui arrive sur ces territoires et qui va prononcer une expression qui nous colle à la peau, le scandale géologique. Je crois que s'il y a des Congolais ici dans la salle, quand on entend le Congo, souvent, on aime bien se dire « ouais, le Congo, le scandale géologique », comme quelque chose d'assez positif finalement. Alors que c'est quelque chose qui est assez réducteur. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, je pense, va expliquer la manière dont on tue à la chaîne au Congo. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas intéressés à ce qui se passait au-dessus du sol. Ce qui a intéressé le colon, à ce moment-là, c'était les sous-sols. Ce qui intéresse les gens au Congo, ce n'est pas notre capacité à produire des belles mélodies, hein, la rumba pour ceux qui connaissent. Non, c'est les sous-sols congolais. Et par conséquent, tout ce qui est au-dessus du sous-sol peut représenter un obstacle. Donc, comme une espèce de permission à y commettre une barbarie. Là, je fais référence à un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La barbarie numérique » de Fabien Lebrun. Je vous conseille grandement vraiment à le lire. Lui, il ne commence pas en 1885 comme moi, il commence en 1492. Voilà. Mais pour ma part, le Congo, ça n'est pas que ça, bien entendu. J'ai parlé de la rumba congolaise. Moi, j'adore ça. J'adore cette capacité à ce que l'esprit humain peut produire, parce que en réalité, pour les Français qui sont dans la salle, quand vous allez à New York et que vous dites « je viens de la France », jamais on ne vous parlera du lithium qui se trouve dans l'Allier. On vous parle du fromage, on vous parle de la chanson française. Bref, on vous parle des Lumières, on vous parle de ce que l'esprit des habitants des Français ont produit. Mais quand il s'agit de nous, nous n'existons pas, il n'y a que notre sous-sol qui existe. Mais le Congo, au-delà donc de ça, c'est un pays quand même assez magnifique. Si vous avez l'occasion, quand il n'y a pas les M23, allez-y. Et il a un rôle absolument majeur pour les équilibres planétaires, pour nous permettre aujourd'hui de vivre, de respirer
eh bien, Dieu merci qu'il y ait des Congolais qui préservent encore, par exemple, le premier poumon de la planète. Grâce à Bolsonaro, la forêt congolaise, j'ai dit grâce, mais c'est par provocation, vous l'aurez entendu. Euh, la forêt congolaise permet à l'humanité tout entière de respirer, si je peux le dire comme ça. Mais je parle de cette forêt parce que nous, à Génération Lumière, nous avons une vision des questions environnementales qui est un peu différente de ce que le monde occidental a de la question environnementale. C'est-à-dire que nous ne séparons pas les humains et l'environnement, la nature et ce qu'il y a à côté. C'est très important. Donc, quand je parle de ce qui se trouve dans le sous-sol, c'est-à-dire que tout ce qui peuple ce territoire est déconsidéré, et notamment cette forêt, et ce qui peuple cette forêt, toutes ces merveilles qui sont dedans auxquelles je ne vais pas revenir parce qu'il faut que j'aille un peu vite. Donc, on est toujours en 1885, là on est en 1892. Je n'oublie pas parce qu'il faut parler de la conquête. Le Congo, à l'époque, donc en 1885, a une population de 20 millions d'habitants. Et à l'époque, on a besoin du caoutchouc pour la technologie automobile, notamment le pneu. Donc, on va en trouver au Congo. Et pour accéder à ce caoutchouc, Léopold II, avec ses officiers, vont imposer une taxation, c'est-à-dire que les peuples colonisés, les colonisés vont devoir couper du caoutchouc massivement pour fournir ça en taxes. Bien entendu, ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient résistants, ont été massacrés. Mais il ne fallait pas les tuer tout de suite, parce que ça n'est pas rentable, n'est-ce pas? Il fallait instaurer la peur dans le corps des Congolais. Donc on coupait les mains des Congolais. Je crois que, je ne sais pas si en Suisse ça a existé, mais apparemment il y a eu des chocolats, les mains coupées. En France en tout cas il y en a eu. Ça vient de là. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont bouffé. Pardon. J'ai un goût pour la provoque, vous m'excuserez. Donc, on va couper massivement les mains des Congolais, on va maltraiter des Congolais, ce qui fait que le premier génocide au Congo va exister au Congo, c'est-à-dire qu'on va tuer la moitié de la population de l'époque. On va rester à 10%. On va arrêter à 50%, 10 millions, excusez-moi. Au nom de l'industrie automobile, 10 millions de Congolais ont péri entre 1885 et 1908 pour accéder à cela. Alors, cette histoire va faire un peu mouche et va remonter en Occident, va créer un scandale. Et Léopold II va décider de léguer son jardin personnel à l'État belge. On a une amie historienne de la Génération Lumière qui nous dit non, votre version là, il a donné parce qu'il y a un scandale, c'est faux. En réalité, c'est parce que ça devenait moins rentable pour lui. Voilà. Vous irez lire ses recherches, ça s'appelle Elisabeth Dikizeko, qui travaille sur les relations Congo-Angola, Lumumba et Kwame Nkrumah. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il va, en 1908, léguer ces territoires. Merci. Il va léguer ces territoires à l'État belge. Donc, ce n'est plus son jardin personnel, c'est une sorte de jardin de tous les Belges. Et on rentre officiellement dans la colonisation d'État. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait État indépendant du Congo. Alors, la traduction française est mauvaise parce que c'est une espèce de free state. C'est pas vraiment de l'indépendance, c'est vraiment, encore une fois, une idée de propriété privée. Quand vous voyez en français, on va dire de 1885 à 1908, État indépendant du Congo, ne vous y trompez surtout pas, on n'était pas indépendant. On appartenait à un seul homme.
Donc, je vais rapidement quand même pour aller vite et pour pour arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui. La Belgique va coloniser cet État jusqu'en 1960, où nous allons obtenir notre indépendance grâce on ne va pas revenir aux événements de 59 parce qu'on est encore... voilà. En tout cas, grâce à un homme, un symbole de la lutte anticoloniale mondiale, Patrice Lumumba. Mais cet homme va être tué en moins d'1 an de gestion du pays. On va lui mettre une guerre de sécession. On va voir que ce sont des choses qui sont assez récurrentes dans l'histoire congolaise. Et il sera tué. Mais là encore, pardonnez-moi, mais je dois vous décrire sa mort parce que c'est quelque chose, une espèce de ligne conducteur de la manière dont on déshumanise les Congolais aujourd'hui. Et c'est pourquoi le terme génocide trouve tout son sens dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Lumumba va être découpé en morceaux, jeté en acide. Et tout ce que nous gardons de lui aujourd'hui, c'est une dent dont il y a des débats sur son authenticité. Et cette dent, on l'a retrouvée grâce à un officier colonial belge qui s'en est vanté dans un reportage. Voilà ce qui reste de cet homme qui a inspiré des millions et des millions de militants anticoloniaux par-delà les frontières congolaises. Il est tué, je passe rapidement à l'époque à Savubu parce que ce n'est pas très intéressant. Je suis désolé s'il y a des fans de ce monsieur dans la salle encore une fois, mais c'est une anecdote pour moi, on en débattra. Mais en tout cas, on nous installe un autre dictateur, Mobutu, qui a participé, qui travaillait avec la CIA pour l'assassinat de Lumumba. Et donc, Mobutu va diriger les pays jusqu'en 1997. Je ne sais pas si je suis toujours dans la conquête coloniale, mais on a évolué dans la timeline. Donc, Mobutu dirige ce pays en complicité, en amitié avec les pays, les puissances mondiales à l'époque, puisqu'il va fournir massivement du cuivre, qui va servir d'ailleurs dans la guerre du Vietnam. Ah oui, et j'ai oublié, quand Léopold II donne le pays à l'État belge, en fait, ce qu'Elisabeth Dikizeko, mon amie historienne, là, qui nous dit qu'on s'est trompé dans ce qu'on dit, que ce n'était pas parce qu'il y a un scandale, c'était parce que ce n'était pas rentable. Elle n'a pas tout à fait tort parce que juste après, on va découvrir ça au Congo. Hein, ces ressources, notamment l'uranium qui va servir à Nagasaki et Hiroshima dans la bombe H et qui va servir à une montée en puissance de l'économie belge qui sort de la guerre mondiale. Voilà, c'est important de le préciser juste pour la culture. Donc on est à l'époque de Mobutu qui va diriger le pays de main de fer pendant 32 ans en complicité, bien entendu, avec les puissances mondiales, puisque c'était un ancien de la CIA qui était très ami avec la France, qui avait pas mal de villas, il me semble, en Suisse, mais je crois. Hein, voilà. Voilà, vous nous devez un peu d'argent, les Suisses, si je peux me permettre. Et donc, ce gars-là va quitter le pouvoir par une espèce de coup d'État qui est précipité par un génocide au Rwanda que tout le monde connaît ici, parce que l'humanité va commémorer ce génocide-là au mois prochain. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je me base, il peut y avoir débat, mais je me base sur des rapports qui ont été déclassifiés par l'Élysée. La France va créer un couloir humanitaire, c'est comme ça que la France l'appelle, pour que les réfugiés quittent le Rwanda vers la RDC. Et dans ce couloir, les gens qui auraient commis les génocides, donc les personnes armées, seraient mélangés aux populations civiles et seraient rentrés au Congo
dans un objectif précis de prendre une revanche. Donc, ils ont perdu la guerre au Rwanda et prendre une revanche en allant un peu se préparer un peu au Congo, quoi. Et ça ne sera a priori pas vu d'un bon œil par le nouveau régime rwandais qui va décider donc de s'allier avec un rebelle, un opposant de toujours de Mobutu qui s'appelle Laurent Désiré Kabila, qui est le monsieur chauve juste là, voilà, qui sourit. Et, lui, c'était quelqu'un qui n'avait plus forcément de puissance de feu et qui va être financé par le Rwanda en soldats et en armes et tout ce qui est nécessaire dans la logistique pour la conquête du pouvoir. Donc ils font une espèce de deal, dont le deal est l'arrivée au pouvoir au Congo, et de l'autre côté, le Rwanda éliminerait la menace là-dedans. Il y a, dans cette conquête, il y a un film qui est sorti qui s'appelle L'Empire du Silence, que vous pouvez trouver, je crois que c'est un libre accès sur YouTube, ou en tout cas sur Arte, qui est une chaîne assez intéressante pour les Français qui sont dans la salle. Ça s'appelle L'Empire du Silence, qui montre un peu les exactions qui ont été commises par le Rwanda à ce moment-là. Et donc, ils arrivent à leur fin, Mobutu quitte le pouvoir, Kabila arrive au pouvoir. Bref, tout est bien, qui se finit bien. Juste un an plus tard, la guerre recommence, et c'est là où on va rentrer dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que les anciens alliés deviennent de pires ennemis pour des questions minières, où on va voir, là, pour le coup, les choses vont être beaucoup plus limpides entre la guerre et l'accès aux ressources minières. Bon, je ne vous ai pas perdu, on a avancé sur l'histoire coloniale on est en 1997. Ce qu'on va appeler, alors, il y a ce qu'on appelle la première guerre congolaise. Donc, voici un peu le résumé. Désolé, je n'ai pas eu le temps de traduire mes PowerPoint, mais on m'a dit qu'en Suisse, vous parlez tous anglais, donc c'est bon. Donc, premier ingrédient, génocide au Rwanda, 32 ans de pouvoir et une soif quand même de changement. Tout le monde n'était pas fan de 32 ans de pouvoir. Je ne sais pas le système politique suisse, mais en France, les gens en ont un peu marre de Macron alors que ça fait juste 7 ans qu'il est au pouvoir, par exemple. Vous voyez, du coup, 32 ans, ça peut devenir très vite saoulant. Et donc cette première guerre, certains l'appellent une guerre mondiale africaine. Nous aussi, on a droit à nos guerres mondiales. Et ensuite, juste après, on rentre dans ce qu'on va appeler la deuxième guerre mondiale africaine ou la deuxième guerre congolaise, tout ce que vous voulez. Et c'est là où ça devient beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, le lien entre extractivisme et la guerre. Alors, oui, pardon, je me crois en classe et que je suis en train de parler sans micro. Excusez-moi vraiment. Pourquoi? Parce que les bandes armées sont positionnées là où se trouvent les ressources minières, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et cette réalité-là n'a pas changé depuis 1997. Au contraire, il y a une certaine atomisation des bandes armées, une prolifération des bandes armées. On donnera les chiffres tout à l'heure par Jordi, comme ça vous restez dans la salle au moment où moi je finis de parler. Et ça coïncide avec quelque chose d'assez intéressant, ça coïncide avec ce qu'on va appeler le boom de l'électronique, tout simplement. Alors, en ce moment, moi, je bosse dans ce qu'on appelle une mine urbaine à Toulouse. Je suis allé un peu en immersion pour voir ce monde-là. Et je peux vous assurer qu'au niveau un peu du Congo, dans les ordinateurs et les appareils électroniques que vous avez, je voulais faire un petit exercice, si vous voulez, au moment où on est là. On va faire un nuage de doigts. Je vais poser la question et puis on peut faire comme ça. 2 points, si vous voulez. Allez, on est chaud. Super, merci. OK. Qui a un téléphone? Qui a un ordinateur portable? Qui a un ordinateur fixe? Qui a une brosse à dents électrique? C'est un peu plus rigolo. Une voiture électrique?
qui a une caméra chez lui, qui a un aspirateur connecté, qui a Alexa à la maison, qui a un casque Bluetooth, qui a... dites-moi un autre appareil, parce que là, je commence à en manquer. Enfin, vous voyez, une tablette. Merci, une tablette. Si vous pouvez regarder un peu dans la salle, nous sommes un peu friands, nous sommes un peu de gourmands de métaux, quoi. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est qu'il y aurait 37 milliards de terminaux dans le monde actuellement. Et vous savez, c'est possédé par la moitié de l'humanité. Donc, en réalité, le nuage des doigts qu'on vient de faire là, en réalité, vous avez au moins tous là 8 à 9 appareils électroniques chez vous. Eh bien, dans ces appareils, comme ma très chère sœur Marie-Belle l'a expliqué, vous y trouvez du coltan. Vous y trouvez de l'or. Vous y trouvez d'autres types de métaux. Dans un smartphone, vous avez 60 métaux à l'intérieur. Et le défaut de ces métaux, c'est ils sont mal répartis sur Terre. Au Congo, nous avons 80% du coltan, des réserves. Faisons une distinction entre la production et les réserves, parce que ça va être important. Le Rwanda produit du coltan, mais n'a pas le coltan, en tout cas dans ces quantités-là, au Congo. Nous avons 80% des réserves mondiales du coltan, 50% des réserves mondiales du cobalt, avec 70%, plus de 70% des productions. Bref, cette guerre, c'est un concentre là où se trouvent ces minerais. On va y voir apparaître de plus en plus de bandes armées. En fait, il suffisait de tuer quelques milliers de Congolais pour occuper une zone et pour signer des accords miniers avec des grandes multinationales très, très connues. Donc voilà ce qui explique cette guerre. On est rentré directement dans la Deuxième Guerre mondiale africaine. Et là, on a un désaccord complet entre les alliés des Kabila qui l'ont fait arriver au pouvoir, parce qu'ils veulent aussi avoir accès à la manne congolaise. Ce que Kabila n'acceptait pas. Et donc, on va créer cette guerre avec une prolifération des bandes armées. On va avoir aussi au Congo notre guerre des 6 jours. Donc on va pas, tout à l'heure, il va y avoir, je crois, une conférence sur la Palestine et les guerres des 6 jours. Bon, voilà, au Congo, on en a connu aussi une, apparemment. Enfin, bref, voilà. On va avoir deux armées, des États, donc l'Ouganda et le Rwanda, qui vont se battre dans une même ville pour des questions d'accès à l'or, par exemple. Je crois que c'est à Lubumbashi, à Kisangani, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je passe. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que par expérience, beaucoup de gens ne vont pas visiter les mines. Vous n'êtes pas assez fou pour faire ça. Je vous comprends. Donc, je me suis permis de vous décrire un peu comment ça se passe, en tout cas au Congo, mais si vous avez l'occasion d'aller visiter des mines un peu ailleurs, faites-le. C'est une expérience très, très enrichissante. Les mines au Congo, on les extrait de 2 manières. Une manière dite artisanale et une manière dite industrielle. Alors, quand je parle artisanal, je sais qu'en Occident, ça ouvre plein d'imaginaires positifs. On a un artisan qui façonne son outil, qui est extrêmement beau, rare, unique. Ça n'est pas du tout le cas des mines artisanales au Congo. Au Congo, c'est 40 000 enfants qui bossent dans les mines et d'autres travailleurs qui n'ont pas forcément les mêmes droits des travailleurs que vous pouvez jouir quand on est dans des pays où les droits sont respectés. Ça veut dire que parfois, les gens meurent dans des éboulements de terre quand il y a ça. Voilà ce qu'ils vont appeler artisanal. Mais ce langage sexy sur des questions minières, vous allez le retrouver dans le numérique. Vous avez le nuage, le cloud, vous avez l'intelligence artificielle. Tout est fait pour que ça soit beau
pour que vous oubliez cette réalité-là. Donc, mine artisanale. Ça représenterait à peu près 20% des productions des mines qui proviennent du Congo. Et les mines industrielles, là aussi, on est dans des pays où il y a aussi une imaginaire de normalisation. Quand on parle d'industrie, il y a des normes, etc. Au Congo, on attend souvent par mine industrielle corruption. Donc, ça, là encore, il faut faire un travail d'imagination un peu plus poussé que l'imaginaire qu'on peut avoir quand on est dans d'autres espaces. Et notre point de vue, c'est que ceci n'est possible parce qu'il y a la guerre. Donc, l'autre manière d'extraire, c'est de faire la guerre. Je m'explique. Vous voyez un homme là en photo avec une arme. C'est ce qui se passe souvent dans les espaces occupés où les bandes armées arrivent. C'est de foutre la trouille aux populations locales. Pas seulement faire peur, hein, tuer. Carrément, nous allons revenir sur la question du viol. Et donc, les populations sont à la merci de ces bandes armées et payent des taxes. Les M23, par exemple, aujourd'hui, gagnent par mois entre 300 000 et 900 000 dollars par mois par ce système d'extraction des mines. Donc, il y a un système aussi des taxes dans les villes qu'ils conquièrent. Et comme je voulais vous ramener un peu de la France, en Suisse, je vous ai amené la Tour Eiffel. Et pour faire une comparaison, en fait, quand vous le savez sans doute, quand vous allez extraire du cuivre ou n'importe quelle mine dans le sous-sol, il n'est pas là tout seul en vous entendant, venez me chercher. Non, en fait, il est en composition avec d'autres éléments, d'autres métaux. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué, par exemple, en fait, vous êtes tous riches avec cette nuage de main qu'on a fait parce que dans votre ordinateur portable, vous avez 1 gramme. Pour extraire 1 gramme d'or, il faut 1 tonne de déchets pour arriver à avoir 1 gramme d'or. Pour les cuivres, vous devez creuser un trou équivalent à 3 tours Eiffel. Et je crois que ça fait en surface à peu près 3 terrains de foot, mais sans doute que je minimise là les chiffres. Vous voyez un peu les dégâts colossaux que ça représente, ne serait-ce que sur ce côté-là. Mais sur les côtés humains au Congo, puisque c'est ça aussi qui est important, ça représente 6 millions de morts. Depuis 1997 jusqu'à peu près 2014, parce que les Nations Unies ont arrêté apparemment de compter en 2014. Nous ne mourons plus au Congo depuis 2014. Nous n'avons pas droit de mourir à cause de la guerre au Congo depuis 2014. Donc nous sommes restés à un chiffre officiel de 6 millions de morts. C'est la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale européenne. C'est comme ça. Nous sommes 4 millions de réfugiés externes. Et aujourd'hui, les chiffres là sont à revoir. Il y a plus de 7 millions de réfugiés internes au Congo. Et comme un peu partout, ce n'est pas une spécificité de ce qui se passe au Congo, quand il y a un malheur qui s'abat sur les sociétés, quand il y a des injustices, eh bien ça frappe d'abord les plus affaiblis de la société. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les sociologies qui les démontrent. Et au Congo, ça s'abat d'abord sur les corps des femmes. La guerre, ce n'est pas sur les corps des femmes. Et quand je dis femme, ce n'est pas quelqu'un de 20 ans, 40 ans, 60 ans, non. Ça commence par des petites fillettes de 3 mois à des dames de 80 ans, 90 ans. Il n'y a pas de distinction. Il suffit de porter un appareil génital féminin sur soi pour vivre le viol dans les espaces occupés sur cette terre. Pour ça, je vous invite à lire le bouquin du docteur du prix Nobel de la paix 2018, L'homme qui répare les femmes.
encore le micro. Et une fois que je raconte ça, il s'est passé quelque chose avec la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si en Suisse vous avez vécu ça, mais dans les médias, on a essayé de hiérarchiser un peu les malheurs ou les bons et les mauvais réfugiés en disant que les Ukrainiens vous ressemblaient, ils étaient blancs, ils avaient surtout les mêmes voitures que vous, donc ils étaient dignes d'avoir votre compassion, dignes d'être accueillis, d'être consolés, d'être secourus, d'être financés pour l'autodéfense. En revanche, ailleurs, bon, maintenant, si l'histoire de ces femmes dont je vous décris ne parle pas à votre humanité, il y a quelque chose là qui, lui, ne connaît pas de frontières imaginaires que les humains peuvent créer. C'est la question du défi du dérèglement climatique que nous vivons aujourd'hui. Et la forêt congolaise, que j'ai commencé par vous décrire sa beauté et son importance capitale aujourd'hui. Nous perdons chaque année 500 000 hectares de forêts, notamment à cause de l'extractivisme minier. Pas seulement, mais aussi à cause de l'extractivisme minier. Bref, on est en train de trouer le premier poumon de la planète à cause de cette histoire. Alors, il faut aussi nous dire, mais David, vous n'êtes pas les seuls à connaître cette histoire, donc il y a des gens qui ont essayé de faire quand même des choses. Oui, sauf que ça a été hypocrite. Il y a une loi Dodd-Frank Act aux États-Unis qui a été votée en 2010. L'idée, c'était de refuser l'entrée sur le sol américain, puis les Européens ont essayé de faire ça. Je m'en excuse pour la Suisse, je n'ai pas regardé, mais pour la Suisse, bon, en fait, si, pour la Suisse, j'ai regardé, vous avez Glencore, donc non. Mais il a été sanctionné, c'est assez rare. J'ai une blague, désolé, vraiment, j'ai une blague, c'est que moi, j'ai été étonné qu'en Suisse, Glencore soit sanctionné. C'est ma blague de moi. Je ne vais pas sortir d'ici, Vigo. Donc, il y a eu des régulations. Et c'était l'interdiction du minerai de sang dans les territoires des pays riches. Mais c'est une régulation assez hypocrite. Pourquoi? Parce que nous savons tous que ces produits nous arrivent ici en produits finis. En réalité, ça passe par là. C'est récupéré au Congo, blanchi au Rwanda, ça va en Asie, en Chine et en Malaisie, et ensuite on le distribue un peu partout sur Terre sous produits finis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs qui arrivent en semi-brut. C'est ce qui est en train de se discuter au Parlement européen, et Jordi y reviendra parce qu'on a obtenu quelques victoires et quelques désillusions. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'économie mondiale fonctionne comme ça avec ces minerais. Donc, vous voyez bien que c'était assez hypocrite, quelque part, puisqu'en réalité, vous avez tout un tas d'acteurs dans cette chaîne de production, dans cette chaîne d'approvisionnement. Ce qui fait que, en fait, quand nous attaquons Apple, et il y a eu, je crois, en Suisse et aussi à Paris et un peu partout dans le monde, et je tiens à souligner l'importance des mouvements pro-palestiniens qui nous ont soutenus là-dessus pour critiquer le lancement du nouvel iPhone 16. Eh bien, quand vous demandez à Apple de rendre compte, il vous envoie vers son sous-traitant Foxconn en Chine. Alors, juste un tout petit peu pour vous parler de Foxconn, quand vous signez pour travailler chez Foxconn en Chine, vous signez une charte qui vous interdit de vous suicider. C'est vrai, c'est réel, vous pouvez vérifier. Et en plus de ça, ils ont mis des filets dehors dans leurs bâtiments pour que les gens ne se suicident pas. Voilà vers qui Apple nous envoie pour trouver des réponses sur l'approvisionnement de son coltan et d'autres minerais. Et quand bien même vous arrivez à Foxconn, Foxconn vous renvoie vers d'autres, etc. Et vous arrivez dans un monde flou
un flou bien organisé parce qu'il se trouve que tout le monde a un produit fini dans sa poche et des minerais congolais, etc. Grâce à la géologie, c'est très facile de savoir d'où ça vient. Donc les régulations ne fonctionnent pas, n'ont pas fonctionné parce qu'il y a une hypocrisie dans ces régulations. Et je voulais faire un focus, mais Jordi reviendra dessus. Je vous ai mis une photo que je ne connais que trop bien. Moi, je viens de la région du Kivu, j'y ai vécu. En fait, quand vous fuyez la guerre, vous avez une population qui quitte une zone A vers une zone B. Et vous avez des médias, quand ils remarquent ça, parfois il peut y avoir des mésententes. Vous savez bien comment les migrants sont accueillis en Europe d'ailleurs. Enfin, c'est pas tout le temps, ils ne sont pas tout le temps bienvenus. Donc parfois il peut y avoir des frictions, etc. Ça n'est pas toujours le cas. Mais ce qu'ont fait les médias, beaucoup de médias se focalisent sur ça, en disant qu'est-ce qui se passerait au Congo, ce serait une guerre ethnique, etc., etc. Ce qui est complètement faux, mais ça permet surtout de ne pas questionner cette boulimie des minéraux, des métaux. Ce qui permet justement à ce que les bandes armées qui font la guerre soient blanchies et qu'on ne questionne pas surtout les sociétés, les pays riches sur leur appétit des métaux. Et donc, la bonne planque, c'est d'ensauvager les Africains, les Noirs, qui aiment s'entretuer entre eux et qui se détestent. Voilà un peu le discours qui est véhiculé souvent dans les médias. Alors que la réalité, elle est telle, elle est sur... S'ils prennent le temps d'observer, vous pouvez le voir, la réalité, elle est là. Elle est sur les mines. La réalité, elle est sur les lois qui sont faites ici. Elle est sur les consommations, les nuages de doigts qu'on a fait là. C'est ça la réalité. C'est ça le sujet. Et je disais que l'un des défauts de ces minerais, c'est parce qu'il est mal réparti sur Terre aussi. Vous voyez qu'il y a une très forte concentration à RDC et ailleurs, moins. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes choses ailleurs? C'est parce que la RDC, comme je l'ai expliqué depuis 1885, est un pays qui est soumis aux intérêts capitalistes des pays riches. Ce qui fait que les dirigeants qu'on nous met sur place, ce sont des gérants, en réalité, des intérêts capitalistes sur ces territoires, et non pas des dirigeants choisis. Lumumba a été tué, vous l'avez vu. Et j'accélère pour laisser la place à Jordi. Je vous ai mis une petite graphe là pour montrer la valorisation d'Appel. Voilà, c'est plus de 1000 milliards. Et si ça vous intéresse de savoir le budget congolais pendant des longues années, il était à 5 milliards de dollars. Et je crois que l'année dernière, on est passé à 14 milliards de dollars. Enfin, vous voyez un peu l'aberration. On parlera des solutions après. Merci pour votre écoute. Je vais vous laisser la parole et à Jordi. Merci. Merci beaucoup, David, pour toutes ces explications très complètes. Je vais laisser la parole à Jordi. Jordi, pourrais-tu, s'il te plaît, toujours un peu dans la lignée et la suite de ce que David vient de nous exposer, peut-être, bien évidemment, nous parler du travail que toi tu mènes au sein de Génération Lumière avec des tâches très spécifiques et surtout des vrais résultats. Donc, il faut qu'on puisse en parler. Moi, j'introduirais peut-être une question sur finalement comment aujourd'hui, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, cet impact de la guerre a sur l'exploitation des minerais sur la population. David l'a exposé, l'a très bien dit, et comment en fait cette exploitation illégale faite par des groupes armés aujourd'hui permet à des multinationales de pouvoir s'enrichir sur la RDC.
Je te remercie pour la parole et je me joins au remerciement de David pour nous avoir reçus. C'est notre première fois en Suisse, donc je suis très, très ravi de participer. Alors, à la différence de David, moi j'ai du mal à parler assis, je ne sais pas pourquoi, donc j'espère que ça ne va pas vous déranger que je parle debout, parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Donc, je m'excuse par avance si ça pose problème. Alors, juste très rapidement, parler de l'équipe juridique de GL. En fait, Génération Lumière est une association qui a maintenant 8 ans, qui va fêter ses 9 ans cette année, mai prochain, et en fait qui, dès le départ, a toujours eu des choix idéologiques et politiques et un plaidoyer notamment via les conférences que l'on présentait, mais a très rarement été impliqué, ou en tout cas très rarement songé à l'idée d'avoir eu des solutions juridiques à transmettre, parce que en réalité, pour faire le lien entre la question congolaise, qu'on a beaucoup réduite à une question humanitaire, pure et simplement, et la transition écologique et la question du numérique, tous ces liens d'égalité en fait qu'il fallait établir, il y avait tout un travail de sensibilisation, même à l'égard des écologistes convaincus, avec qui encore on a certains débats très houleux, sur en fait en réalité l'erreur de l'écologie aujourd'hui de ne pas penser la question de la question de ce qu'on appelle l'écologie décoloniale, parce que le problème, c'est le système reste le même. Donc, je déteste rappeler les chiffres, mais je trouve que celui-ci est important. On nous explique que pour parvenir à la transition écologique, ne serait-ce qu'en Europe et aux États-Unis, il faudrait produire plus de minerais que l'humanité n'en a jamais produit de toute son histoire. Et lorsqu'on parle de ça, il ne s'agit pas uniquement d'un seul minerai. Il faut prendre en compte le cuivre, tous ces minerais-là, tous ces 60 minerais dont on a besoin partout dans le monde. Ce qui fait qu'en réalité, ce qu'on vous décrit là peut accélérer d'autres défis auxquels le monde est déjà confronté. Donc c'est vraiment en raison de ça qu'on s'est d'abord concentré sur de la discussion. Et puis, rattrapé aussi par l'actualité, il faut l'avouer, on s'est de plus en plus penché sur la question des solutions concrètes. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que sur la question écologique, la question de la transition a très vite évolué en France, en Europe. Il y a énormément de législation sur la transparence, sur le fait de réclamer des comptes, sur des choix de sobriété, etc. Mais sans prendre en compte l'élément qui était quand même très important, c'est l'industrie même du numérique comme solution d'une transition écologique. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'il fallait vraiment prévoir des solutions concrètes, parce que le plaidoyer lui-même peut-être ne suffisait pas, parce que derrière, les solutions semblaient être soit trop insuffisantes, soit trop dures à mettre en œuvre. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a fait. Et l'une des grandes victoires que l'on a obtenues, au prix quand même de 3 semaines de marche, de 3 semaines en traversant toute l'Alsace, donc pendant 3 semaines, pour aller rencontrer les eurodéputés, c'est le fait d'avoir obtenu une résolution du Parlement européen, votée février dernier, qui condamne officiellement les pratiques qui se passent à l'est de la RDC, qui condamne l'occupation étendue maintenant des bandes armées et qui demande des vraies mesures à l'égard de la Commission européenne. J'introduis mon regard de juriste, sauf que malheureusement, c'est bien beau, mais ça reste symbolique. Une résolution n'est pas un texte contraignant, ça n'engage concrètement à rien, mais vu le vote, c'est 440 députés pour 480, c'était pas rien, c'était quand même un message fort que les parlementaires ont voulu adresser à la Commission, sauf que, la particularité de l'Europe nous contraint. Pourquoi ? Parce que la Commission n'est pas tenue de réagir et les parlementaires n'ont pas les moyens de déposer un texte. Ils n'ont pas d'initiative législative au sein du Parlement européen, ce qui est quand même assez impressionnant, ce qui fait que là, en ce moment, tout le débat, c'est le bras de fer avec la Commission, comment l'envisager, comment aller plus loin. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le Conseil
européen, c'est-à-dire tous les gouvernements européens s'en rapprochent, et peut-être est-ce que ça va changer, mais voilà, globalement, dans l'aspect juridique, c'est vraiment ce que nous faisons à GL, c'est-à-dire maintenant essayer de traduire de plus en plus, critiquer les règlements, les textes européens, les textes nationaux pour proposer des solutions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus ciblées. Donc, c'est à peu près ça. Et pour faire le lien avec ce qu'on a vu, ce que David a dit, et sur le besoin du concret, c'est-à-dire concrètement, quel est l'impact, quelle corrélation on peut faire au Congo entre l'extractivisme comme modèle économique, mais aussi comme système d'organisation du monde, et la situation sur place. Je vais vous mettre cette carte. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Alors, elle est un peu... J'ai pas réussi à zoomer plus, mais c'est pas très grave, hein, si vous n'arrivez pas à lire là. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous arriviez à cibler les points noirs sur la carte de la RDC. Donc les points noirs, c'est les régions du 2 Kivu, donc le nord et le sud Kivu. C'est là où spécifiquement la question de la guerre s'est concentrée, et c'est là où les exactions dont on a parlé se sont le plus réalisées. Et ce que vous voyez là, en rouge, partout, hein, en couleur bleue, etc., ce sont le nombre de bandes armées sur place, simplement. Or, ce texte, cette graphique, date d'il y a 5-6 ans, ce qui fait qu'à l'époque, il y en avait 150. Aujourd'hui, il y en a plus de 260. Donc déjà, on a en fait une prolifération de l'industrie de la guerre. En fait, la guerre est devenue un mode d'exploitation économique, tout simplement. Ce qui, au fond, n'est pas surprenant lorsqu'on étudie la question de l'extractivisme au Pérou, en Argentine, dans tous les pays, même au Tibet et en Ukraine aussi, il faut quand même faire le lien, parce que c'est vraiment un modèle qui très facilement se rapproche d'un système conflictuel militaire, tout simplement, militarisé. Et ici, en réalité, c'est vraiment une extension de ce modèle, parce que, comme l'a dit David, en réalité, la question congolaise, on a l'impression que les Congolais, voilà, c'est une masse, c'est pas des êtres de chair et de sang, et donc on a du mal à les voir en raison de leur sous-sol, et c'est ça que ça produit lorsque on prend l'habitude, malgré nous, d'arrêter de les voir. Au-delà de ce chiffre, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que c'est vraiment un club med maintenant, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Pourquoi ? Parce que beaucoup de bandes armées n'ont pas les mêmes agendas. Il y a ceux qui viennent avec un agenda purement économique, c'est-à-dire qu'ils vont simplement vouloir occuper une zone pour récupérer des richesses. Ils vont avoir un agenda politique, c'est-à-dire se financer pour pouvoir réattaquer un autre État voisin. Là, on va retrouver beaucoup d'anciennes milices, etc., à la fois pour l'Ouganda, qui est pour le Nord, et le Rwanda, où en fait on a des milices comme ça qui ont ce projet-là. Puis on va retrouver des milices qui vont être liées à des organismes de criminalité internationale, hein, donc l'État islamique, ce genre de choses, qui vont être sur place aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces zones-là, on a des minerais qui sont très faciles à blanchir, parce que c'est des minerais qui sont extraits, combinés avec d'autres minerais. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, il y en a des zones comme ça, tampons, Dubaï, pour l'or spécialement, où en fait on va récupérer des minerais pour aller les fondre, les raffiner, hein, les séparer pour après les rentrer dans le commerce international. Et c'est la conséquence qui se passe. Et cette situation, elle dure depuis 30 ans, ce qui fait qu'au niveau international, on a beaucoup pris l'habitude de regarder la question congolaise comme une question tellement complexe qu'il faut juste la limiter à du soutien purement humanitaire. Et c'est ça qui est très, très, très dangereux. Et c'est une des choses contre laquelle Génération Lumière s'efforce de lutter.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ça, on permet la prolifération du désordre, mais surtout, on permet que les appétits des seigneurs de guerre continuent à s'étendre. Notamment lorsque on a des seigneurs de guerre qui sont liés vraiment par des liens de parenté ou des liens historiques avec des États qui peuvent devenir des lieux de blanchiment. Je pense spécifiquement le cas du coltan, parce que c'est vraiment emblématique de ce qui se passe. Le coltan, c'est un minerai qui est produit au Congo de manière artisanale, comme tu dis, avec des chiffres officiels. Et pendant longtemps, on a cessé de regarder toute l'industrie mauvaise du coltan, parce qu'on se disait, du moment où le Congo arrive à le produire, c'est du coltan illégal, donc ça ne rentre pas dans la finance internationale, ça ne rentre pas dans l'économie internationale. Jusqu'à ce que, il y a 4 ans, on découvre que le Congo s'est fait battre comme producteur du minerai qu'il possède avec ce pourcentage énorme de 60 à 80%. Ce pays, c'est évidemment un voisin, s'appelle le Rwanda, qui à partir de 2020 est devenu le premier producteur de coltan sans en disposer. C'est coup de magie, on ne sait pas pourquoi, et ce qui fait que c'est devenu gênant. C'est-à-dire qu'une réalité qu'on a cherché à cacher devient de plus en plus difficile à protéger. Et donc, pour cette fois, il a fallu trouver des solutions pour expliquer cette situation. Cette manière de trouver des solutions a causé beaucoup de tort aux entreprises internationales, notamment Glencore, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a tout un commerce de minerais de sang qui a commencé au début des années 2000 et qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je dois continuer ou... Ok. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'actualité, peut-être, pour vous montrer à quel point, en réalité, le Congo, c'est vraiment le crash test de toutes les solutions qui peuvent marcher, parce qu'il y a vraiment des solutions qui, si elles marchent au Congo, marcheront partout dans le monde en termes de solutions pour trouver un autre modèle que l'extractivisme. Mais c'est aussi le pays dans lequel les actes les plus odieux, en tout cas le visage le plus odieux de notre économie, se retrouve, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est là où on a le plus du mal à ne serait-ce que démocratiser le sujet de la question économique. Ne serait-ce que demander de la transparence pose problème. Demander une clarté des chaînes de valeur pose problème. David vous a parlé de Foscon, c'est presque hallucinant, alors qu'on a des milliers d'autres modèles de richesse, de minerais, etc., qui arrivent plus ou moins à être suivis en termes de production. Pour le Congo, ce n'est pas le cas, et tout le monde s'en accommode, sans poser de problème. Ce qui fait que, en fait, au final, ça a toujours été un secret de polichinelle. Ce qui a tout changé, c'est le 27 janvier 2025. Pourquoi? Parce qu'on a redécouvert qu'il y avait un groupe armé qui avait décidé d'avoir, au final, un vrai agenda politique sur le Congo, et donc a commencé à occuper des villes de plus en plus grandes, notamment l'une des plus connues à l'Est, la ville de Goma. Cette ville, c'était vraiment une ville qui était vraiment un point stratégique. Pourquoi? Parce que toutes les associations humanitaires, tous les organismes internationaux qui travaillent au Congo, mais aussi qui travaillent dans la région, sont souvent domiciliés là-bas. Et donc, prendre une ville comme ça, qui fait quand même près d'1 million d'habitants, ce n'est pas rien. Par un groupe armé, justement, qui apparaît, c'est à ce moment-là que la question congolaise a refait surface. Et qu'on a retrouvé des déclarations, des médias un peu partout dans le monde pour dire « Ah oui, ce qui se passe au Congo, c'est grave, il faut faire quelque chose, ça se prolonge ». Sauf que cette situation n'est pas
arrêtée, elle est encore en cours. Pourquoi? Parce que ce même groupe armé a décidé d'aller encore plus loin dans le sud et a pris les 2 régions dont je vous ai parlé. Donc, celles qui sont tout en noir dessus, en occupant les 2 grandes villes sur place, donc Bukavu et Goma, avec une occupation totale. Alors, lorsque vous éturez la question, lorsque vous essaierez de vous renseigner, vous verrez que ceux qui représentent ces groupes, donc ces leaders, etc., qui parlent de ce groupe rebelle, vont vous présenter un vrai projet politique, c'est-à-dire avec des arguments. On a l'impression même d'avoir un parti politique qui est en train de défendre son programme politique. Ils vont l'expliquer, comme l'a dit David, sur la question ethnique, sur la question de la discrimination, sur les besoins d'obtenir des changements concrets, etc. etc. C'est le groupe aujourd'hui qu'on appelle le M23, qui est vraiment le principal, le M23 pour le mouvement du 23 mars 2009. On va revenir là-dessus peut-être après. Et un autre groupe qui s'appelle l'AFC, bon, qui est un peu un groupe rattaché, qui n'a pas vraiment de substance, qui s'appelle l'Alliance Fleuve Congo. Mais on ne va pas beaucoup en parler parce que ce n'est pas le groupe le plus important. Et pour ce groupe, c'était un droit pour eux d'occuper ces terres, d'occuper ces zones-là, parce qu'en fait, ils étaient exclus, déclassés de la société, parce qu'on ne leur a pas laissé la possibilité de participer à la nation et d'obtenir des postes qu'ils réclamaient. Et si vous n'êtes pas expert de la question congolaise, qu'on a abandonné longtemps et qu'on a laissé sous le visage d'une crise humanitaire, vous pouvez être convaincu que c'est vrai. Sauf qu'il suffit de creuser un peu plus pour se rendre compte que, au final, c'est un écran de fumée. Pourquoi? Parce que, justement, étant donné que l'exploitation de ces mines repose sur un modèle militarisé, etc., la plupart de ces leaders sont directement liés à ces exploitations, sont devenus des vrais nantis avec une richesse directement liée à ce commerce de contrebande. Et ce qu'ils reprochent à l'État, c'est le fait justement de ramener, ramener la paix à l'Est, mais surtout en fait ramener au niveau national ces zones que depuis 30 ans le Congo a du mal à récupérer. Et ça, c'est vraiment un point important, et c'est un point important que je peux même vous illustrer assez facilement. Vous avez par exemple, alors je ne sais pas si j'ai noté son nom quelque part. Non. Vous avez par exemple un monsieur qui s'appelle Laurence Kanyuka, qui est porte-parole du mouvement du M23, donc le mouvement qui réclame des droits, qui possède 2 sociétés, une à Londres et une à Paris. Alors je ne sais pas si, bon, forcément vous connaissez Paris, mais je ne sais pas si vous avez une idée des arrondissements. Donc, sa société est située rue Saint-Honoré. Voilà, hein? UP de chez UP, hein? Rue Saint-Honoré, et cette société fait du conseil sur les minerais. Je ne sais pas pourquoi on ferait du conseil sur les minerais en France. C'est presque invraisemblable, alors qu'en réalité, on s'est découvert que c'est des sociétés écrans que ces groupes utilisent pour blanchir l'argent qu'ils retirent de ce commerce. Toutes les rentes, en fait, financières qu'ils possèdent. Aujourd'hui, il existe une mine au Congo qui est peut-être la plus importante. Je vous donne le nom parce que c'est vraiment la mine que vous entendrez le plus. Elle s'appelle Rubaya. Alors, je ne sais pas si on a une carte, David. Tu l'as avec toi? Ouais. Ah mince, je l'ai plus. Tu peux la remettre? Ça va être sur l'autre diapo. Elle s'appelle Rubaya, donc R-U-B-A-Y-A. Cette mine, à elle toute seule, elle produit 30% du coltan mondial.
Vous vous rendez compte, 30% du coltan mondial pour une seule mine, sauf qu'elle est située dans un territoire occupé. Mais on reconnaît que 30% du coltan mondial vient de cette mine. Et c'est toutes ces ambiguïtés qui se manifestent lorsque on abandonne une question aussi importante pendant aussi longtemps. Donc, pendant près de 30 ans, on a admis que ce soit possible de faire circuler du coltan illicite sans conséquence. Aujourd'hui, avec les possessions de cette milice, ils arrivent à produire des vraies richesses, mais surtout en fait, à financer leur arsenal militaire. Donc, ils ont aujourd'hui des armes tellement sophistiquées que ni l'armée congolaise, ni la mission de la MONUSCO n'est capable, tout seul comme ensemble, de pouvoir les attaquer directement dans leur territoire. Donc on a vraiment une difficulté à récupérer. Ce qui s'est passé, c'est que les changements obtenus par la résolution, la découverte de cette explosion des minerais illicites via le Rwanda, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU s'en est saisi officiellement et a lui aussi adopté une résolution, que j'ai mis sur la table, pour dire que concrètement, l'idée, c'est de sanctionner, de demander la fin de l'occupation de ces territoires. Et ça, il s'agit vraiment d'une victoire qui n'est pas liée à Génération Lumière, mais qui est vraiment liée à la mobilisation, au fait que dès lors que la société civile récupère la question congolaise, donc encore une fois, je me joins au remerciement de David à l'égard des militants qui ont relayé le message du Congo via les événements sur la Palestine, parce que ça marche, parce que en réalité, on se rend compte que c'est un sujet qu'on a beaucoup trop abandonné et ne serait-ce que se sensibiliser là-dessus peut changer quelque chose. Cette résolution ouvre la possibilité d'avoir des sanctions beaucoup plus contraignantes plus tard au niveau des Nations Unies. Et ce qui est intéressant avec le système des Nations Unies, c'est que les sanctions peuvent être à la fois individuelles, mais aussi collectives. Ce qui peut, par effet domino, entraîner en fait un encadrement de l'évolution de ces milices. Alors je m'arrête là parce que j'ai l'impression d'aller un peu plus loin en besogne pour être sûr qu'on avance. Non, tu peux revenir sur la carte. Moi, je veux juste la carte. Ok, pardon. Et donc, voilà à peu près l'évolution de l'actualité aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment brûlante pour le Congo. Et cette actualité doit vraiment être suivie, parce qu'il y a énormément de choses qui évoluent dans le bon sens, comme des choses qui évoluent dans le mauvais sens. Mais l'intérêt pour nous de participer à ce genre d'événement, c'est d'expliquer que la société civile occidentale, lorsqu'elle s'approprie d'un sujet de telle ampleur, peut être aussi un levier. Et les solutions qui vont être obtenues par après dépendent aussi des solidarités qui peuvent se constituer ici. Donc je m'arrête là pour laisser peut-être plus de temps aux questions. Merci beaucoup Jordi pour ces explications aussi très complètes. Maintenant, moi, j'aurais voulu vous impliquer aussi un petit peu dans cet échange et dans cette discussion. Alors, c'est très simple. Moi, j'ai un certain nombre de questions à vous poser pour voir un peu si vous avez été attentif ou surtout si vous avez quelques connaissances sur ce sujet. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une conversation aussi entre vous, le public, et puis nous qui sommes là, qui avons surtout David et Jordi expliqué beaucoup de choses. Mais je pense que c'est important qu'on puisse établir un échange. Donc ma première question, elle est est-ce que vous connaissez finalement le rôle du Rwanda et de l'Ouganda
dans l'extraction actuelle des minerais, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces pays sont devenus des plaques tournantes du commerce illégal des minerais. Comment est-ce que s'organise ce transit des minerais congolais vers Kigali ou Kampala? Et puis, quels sont les intérêts économiques et géopolitiques du Rwanda et de l'Ouganda dans l'instabilité de la RDC? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le public qui souhaiterait répondre un peu globalement à ces questions. Je peux me répéter. Oui? Merci beaucoup. Comme ça, tout le monde te voit. Il y a la caméra. Bon, ben, j'espère que je ne me trompe pas sur les réponses alors. Merci beaucoup, merci David. Ravi de te revoir. Je ne sais pas comment expliquer tous les détails, mais je sais que, par exemple, il y a des pays en Europe qui disent qu'ils n'acceptent pas des ressources de matériel qui viennent de pays ou de zones de conflit. Du coup, Rwanda est utilisé comme une zone tampon pour sortir ce matériel et après le ramener en Europe. Et un cas concret que je sais que j'ai travaillé avec, c'est le musée du Teruvem du Belgique qui apparemment a mis là dans son policy qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des artefacts ou des minéraux qui viennent de zone du conflit. Du coup, ils l'achètent à Rwanda. Et bon, c'est ça. Parfaite illustration. Alors, oui, on est désolé, hein, on répète Rwanda, Rwanda, mais ce n'est pas une obsession, c'est juste une réalité, malheureusement, qui est là. C'est que le Rwanda sert d'un pays blanchisseur, si vous voulez. Il y a un rapport, vraiment, je vous invite à le lire, de Global Witness qui montre que 90% des minerais qui quittent le Rwanda, en fait, ce sont des minerais qui ont été obtenus dans des circonstances assez frauduleuses. C'est quand même assez conséquent. Donc, le Rwanda sert effectivement de ces pays blanchisseurs. Et le nom du rapport, je crois, que s'appelle ITSKI. ITSKI, c'est un mécanisme de certification des minerais, justement. Et le rapport s'intitule ITSKI, c'est blanchisserie ou un truc comme ça. Voilà. C'est un peu plus équivoque comme ça. Mais attention, le Rwanda a un rôle géopolitique beaucoup plus invisible que ça. C'est-à-dire que le Rwanda, aujourd'hui, sert de bras armé de protecteur d'intérêts capitalistes dans les zones africaines. Le Rwanda est au Mozambique pour protéger les intérêts de Total au Mozambique. Il est en Centrafrique, etc. Parce qu'on est en train, Dieu merci, les pays africains se réveillent de plus en plus. Et donc, on est en train de refuser un certain nombre de bases militaires. Et du coup, on passe des accords avec le Rwanda qui va y amener ses soldats. Je le dis, pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez évident. Là aussi, c'est pas des choses secrètes. Hein. L'Union européenne a financé l'armée rwandaise très récemment, avant de signer un accord d'approvisionnement en minerais durable. Ils l'ont appelé cet accord comme ça, avec le Rwanda. La France a des accords militaires avec le Rwanda. Je crois que la Grande-Bretagne vient de dire qu'ils ne vont plus faire de la coopération ou militaire avec le Rwanda, etc. Voilà. Il y a un certain nombre d'accords militaires qui sont faits pour protéger les intérêts des pays, des puissances mondiales dans ces coins-là. Et le Rwanda sert à ça. Donc, à la fois de blanchissement et aussi, quelque part, de protecteur d'intérêts. C'est pour ça qu'il est un peu assez inattaquable. Merci, David. J'ai une seconde question pour le public. Donc, celle-ci, elle concerne les entreprises occidentales et chinoises complices, notamment les GAFAM. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les GAFAM comprennent en fait les grandes entreprises de la tech états-uniennes, Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft, GAFAM.
et d'autres multinationales, pourquoi est-ce qu'elles continuent finalement à exploiter des minerais en fermant les yeux sur leur provenance? Et puis, quel est le rôle que jouent les grandes industries automobiles, électroniques? On parle ici, par exemple, de Tesla, Samsung, Huawei, Volkswagen dans ce système. Et puis, quels sont les efforts réels de traçabilité et les failles du concept des minerais propres ou conflict-free minerals? Est-ce que quelqu'un dans le public aurait envie de pouvoir répondre à cette question ou prendre la parole à ce sujet? Oui, c'est en fait, ça rejoint vos deux questions. Je me pose, vous l'avez dit dans votre présentation, qu'au Katanga, en fait, les deux principales exportations sur lesquelles les multinationales travaillent le plus, c'est le cuivre, deuxième producteur mondial, et les besoins sont immenses, entre autres dans l'armement, et le cobalt qui sert pour toutes les batteries électriques, entre autres des firmes que vous venez de citer. Et donc, moi, ce que je crains, et là, je demande à Jordi, à David ce qu'ils en pensent, c'est c'était jeudi, il y avait une double page dans Libération, suite à une tribune qui avait été dans Jeune Afrique du 14 février. Malheureusement, j'ai oublié de l'apprendre, j'ai pas les deux auteurs. Et en gros, justement, il disait qu'en fait, l'exploitation la plus éhontée qui soit, elle vient d'abord et toujours du Katanga, et que là, la famille Tshisekedi du président est très impliquée, que ce sont et les firmes occidentales et surtout les firmes chinoises qui y sont bien implantées. Et que donc, si on focalise que sur la question du Rwanda et de ce qui se passe au Kivu, on oublie que, en plus aujourd'hui, dans ce contre-forum, que ce qui compte, c'est d'exiger un contrôle sur ces multinationales, les multinationales responsables, et de mener un combat, si vous voulez, à cette échelle. Et j'ai un peu peur, alors je le dis d'autant plus qu'on a ce problème dans Survie à Strasbourg, où il y a une clivage qui s'est créé entre un certain nombre de Rwandais qui sont dans la sauce et d'autres, les Congolais, à cause de vouloir faire croire qu'en fait, il y ait qu'une guerre entre le Rwanda et le Congo. Avec cette remarque qui était assez judicieuse dans l'article en question, il disait, qu'est-ce que vous voulez? Le Kivu, il est à 150 km, ou Goma, de l'aéroport de Kigali. Par contre, Kinshasa, c'est à 1500 km. Donc ça, la proximité, elle est aussi, enfin, du fait de ce trafic, elle est aussi liée au positionnement géographique. Alors moi, j'ai pas là-dessus de point de vue global, mais il est quand même vrai que dans l'article et les statistiques, et Madame l'a dit dans son introduction, le rapport en valeur des exportations de cuivre et de cobalt, il représente 30 fois celui du coltan. Donc n'oublions pas de prendre l'ensemble de la question en cause et de ne pas tout focaliser que sur cette question du coltan et de ne pas la transformer en une rivalité entre le Rwanda et le Congo. Merci. Je vous réponds, et puis Jordi vous répondra aussi. Il se trouve que nous sommes, je pense, les seuls Congolais qui acceptent de travailler, d'aller dans les débats de conférences dans lesquelles Survie nous invite. On a écrit 2 papiers là-dessus d'ailleurs, enfin pas sur Survie, mais sur la réponse sur cette histoire d'ethnicisation du conflit. Vous avez raison sur les cuivres qui quittent le Congo, lui quitte dans une atmosphère plutôt de corruption. C'est vrai, parce qu'au Katanga, il n'y a pas un conflit armé. Ça, c'est vrai. C'est très vrai, il n'y a pas à redire. Maintenant, pour la question du Kivu, oui, le Rwanda, je suis désolé, là aussi, il faut il faut vraiment mettre les responsabilités là où elles sont. Oui, le Rwanda est impliqué de la tête jusqu'aux pieds sur ce qui se passe. 30 ans de rapport des Nations Unies, 30 ans. Pas un seul rapport mais dit on s'est trompé. Non, 30 ans de rapport montrent que le Rwanda participe activement à la déstabilisation de cette zone. Juste pour terminer, dans ces bandes armées dont on a cité, le M23 qui est plus militarisé, c'est les Nations Unies, est commandé militairement par le Rwanda et financé par le Rwanda. Et nous, on a fait une petite étude parce que quand on parle du M23, on parle des mouvements. On s'est intéressé aux individus. Les 3 chefs fondateurs de ce mouvement-là, Laurent Nkunda, Bosco Ntaganda et Sultani Makenga, sont tous des frères d'armes du président rwandais actuel. Ils ont combattu ensemble dans les années 90. Et le ministre des Armées
de 2018 à 2010 au Rwanda, James Kabarebe, qui vient d'être sanctionné par les États-Unis, a participé dans les guerres dont on a cité là-dedans. Donc oui, le Rwanda est trempé du pied de la tête jusqu'aux pieds. Ça n'enlève absolument pas le fait de parler de la corruption, mais il faut préciser que s'il n'y avait pas la guerre, peut-être que cette question de la corruption, la société civile, ce serait pas mal occupée. C'est ça aussi qu'il faut mettre dans la tête. Tu veux que je rajoute je vais peut-être juste rajouter un point sur la petite différence qu'il y a entre le Katanga et le Nord et Sud Kivu. En fait, le Katanga, depuis au moins les années 60, a toujours été une province très industrialisée, basée sur le cuivre, etc. Ce qui fait que les questions de l'extractivisme au Katanga ne visent pas, ne portent pas sur le même objet que plus au nord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des problèmes importants là-dessus. Au-delà de la corruption, il y a la question même des conditions de vie. Je cite par exemple une ville qu'on appelle la capitale mondiale du cobalt, donc Kolwezi, où en fait il y a de plus en plus d'enfants qui naissent cancérigènes. Parce que voilà, la pollution de la mine, la pollution des mines pollue les terres. On exproprie de plus en plus, ce qui fait qu'on estime que près de la moitié des habitants de la ville de Kolwezi vont devoir quitter la ville. En fait, c'est pas exactement les mêmes questions. On est beaucoup plus proche des mêmes problèmes qu'on retrouve notamment avec le cuivre au Pérou ou dans l'Amérique. Ce qu'on dénonce au sein de GL, c'est vraiment que l'extractivisme, c'est vraiment un modèle qui produit certains scénarios. Et il y a des scénarios beaucoup plus conflictuels que d'autres, mais profondément, c'est d'abord un modèle qui repose sur les mêmes structures. Occupation de la terre, expropriation, privation même de tous les moyens de production, et parfois même cette façon de créer des États dans les États. Vous le voyez beaucoup notamment sur le pétrole. Dans le pétrole, ce qu'il y a aussi au Congo, et dans les pays africains, il y a des zones dans lesquelles même l'administration n'y va pas, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un territoire étranger ou d'un territoire enclavé. Donc tout ça se rapporte au même problème, c'est juste que les problèmes ne se structurent pas de la même façon. Et par rapport à l'Est, la difficulté de l'Est, il faut vraiment en parler davantage parce que par rapport à l'Est, c'est plus difficile de démocratiser au niveau national la question parce qu'il y a l'aspect militaire, il y a aussi le fait que même les populations locales qui continuent de lutter, qui ont des associations, qui ont une forme de résilience, ont du mal à obtenir que la question économique devienne une question démocratique. Et lorsqu'elle le deviendra, et c'est vraiment la conviction que l'on porte nous, d'autres changements arriveront, notamment des changements qui concernent cette forme d'intrusion entre les gouvernements en place et les schémas de corruption. Mais c'est vraiment une question clé. Il faut vraiment comprendre l'extractivisme comme modèle, comprendre que le Congo n'est pas un modèle isolé, on le retrouve ailleurs, c'est juste que les problèmes ne se structurent pas de la même façon et ne produisent pas les mêmes conséquences. C'est très très important d'avoir ça à l'esprit. Merci beaucoup pour votre intervention. On va juste avoir une dernière question et puis on va malheureusement devoir laisser la place pour la prochaine conférence. Merci beaucoup pour toute votre présentation et les liens que vous faites dedans. Pour revenir à ta question par rapport au pourquoi est-ce que les GAFAM sont aussi intouchables et pourquoi on a de la peine un peu à pointer du doigt des responsables, moi je trouvais très intéressant dans votre contextualisation historique à quel point l'Europe a construit sa prospérité sur l'extraction et l'exploitation des pays comme le Congo par exemple, et qu'aujourd'hui de nouveau on a un projet de transition qui est un autre projet au final industriel comme un autre, et que de nouveau on n'arrive pas à trouver d'autres solutions que l'extraction et l'exploitation. Et je trouve toujours intéressant quand quelqu'un dit non mais c'est compliqué, ça veut souvent dire j'ai pas envie de me remettre en question et j'ai de la peine à parler de mes insécurités ou de mes fragilités, qui est par exemple dans ce cas-là l'exploitation du Congo. Et je pense qu'on a autant de peine à pointer du doigt les GAFAM et autre chose, c'est que même moi des fois je me disais mais comment est-ce qu'on peut continuer à vivre sans mon téléphone, sans mon ordinateur, comment est-ce que je peux continuer à
avoir mon confort et tout si on n'a pas la digitalisation. Et du coup, s'imaginer de devoir condamner Apple qui a les téléphones de je ne sais pas combien de pourcentage de la population suisse, ça nous paraît impossible. Mais c'est parce qu'en fait, on est encore dans ce point de vue que pour pouvoir continuer à vivre, même dans notre écologie, etc., quelqu'un doit payer le prix et on s'est habitué que ce soit les mêmes pays qui payent ce prix. Et du coup, je trouve très intéressant de voir que depuis le caoutchouc et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On a un projet industriel. On n'ose pas regarder notre histoire et notre dépendance à l'exploitation et à la violence. Et du coup, on continue à répéter ça. Et je trouve très intéressant quand vous le présentez. Merci. Merci beaucoup. Oui, Jean-David, je te donne tout de suite la parole. Je voulais quand même qu'on puisse aborder un point qui me semble important, c'est le rôle de la Suisse dans tout ça, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, on a largement laissé la parole à Génération Lumière, mais c'est vrai qu'on est aussi ici pour dénoncer un sommet qui a lieu, je crois, le week-end prochain ou dans 2 semaines, qui est le sommet des traders en matières premières, qui a lieu ici à Lausanne. Alors, il y a peu de gens qui le savent déjà. Donc ça démontre aussi un peu finalement l'habitude très helvétique, la discrétion helvétique que l'on connaît, mais qui place la Suisse aussi dans ce contexte mondial très, très important. Donc juste pour rappeler à nouveau quelques chiffres, je pense que les chiffres, ça parle. Donc la Suisse, c'est un hub mondial des négoces des matières premières. Il y a environ 50 à 60% des matières premières extraites en Afrique qui transitent par des entreprises basées en Suisse, notamment à Genève et à Zug. Donc cette position stratégique de la Suisse, elle est due à un régime fiscal qui est très attractif, ça on le sait, et puis une quasi-absence de régulation stricte des négoces de matières premières, ce qui en fait un paradis pour les traders des minerais. La question du rôle des traders suisses dans le transit des minerais en RDC vers le marché mondial. Donc ici, on parle d'entreprises basées en Suisse comme Glencore, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Transfigura, Vital, Gunvor, Mercuria, donc qui sont parmi les plus grandes entreprises de trading de matières premières basées en Suisse. Glencore en particulier en RDC, avec un contrôle d'une grande partie du cobalt et du cuivre. C'est donc ces entreprises, elles achètent des minerais qui transitent par des raffineries en Chine, en Belgique, avant d'être distribués aux industries technologiques et automobiles mondiales, occidentales notamment, et avec une traçabilité qui reste problématique. Donc, comment la position de la Suisse en tant que leader mondial du négoce comment la Suisse est devenue finalement une influence dans ce commerce illégal, on peut le dire. Donc, les multinationales, en tant qu'acteurs centraux du marché métaux stratégiques, elles bénéficient d'une opacité législative, ce qui permet d'acheter des minerais sans devoir prouver obligatoirement leur provenance. Et puis, on le sait, actuellement, en Suisse, il n'y a pas de loi qui impose un contrôle strict sur la traçabilité des minerais, contrairement à certaines législations européennes. On en a parlé tout à l'heure. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous savent qu'il y a une nouvelle initiative qui est en marche. Donc, voilà aussi où nous, en tant que citoyens, on peut avoir réellement un point de levier, en réalité. Donc cette initiative, elle est extrêmement importante. Elle est importante à s'intéresser, en fait, finalement, à tous les points de cette initiative, à la partager, mais surtout à prendre son bulletin de vote et le mettre dans les urnes pour que finalement cette initiative soit acceptée, pour qu'on puisse avoir aujourd'hui des moyens, effectivement, d'avoir des leviers. Je m'arrête là en ce qui concerne la Suisse. On pourra certainement en discuter. Jean-David, je te donne la parole parce que je pense que ton sujet va certainement rejoindre le mien.
Oui, merci pour la parole. Je voulais juste faire une courte prise de parole par rapport à l'intervention de monsieur, et je voulais rebondir dessus avant, vis-à-vis du fait de ne pas effectivement rentrer dans une logique d'opposer les peuples congolais au peuple rwandais. Je crois que, monsieur, vous avez tout à fait raison, mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans ce qu'on appelle, pardonnez-moi de l'anglicisme, je ne sais pas s'il y a un terme français, mais ce qu'on appelle le whataboutisme. Le whataboutisme, c'est quelque chose d'assez subtil, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'il y a un problème et un conflit quelque part donné dans un pays, on a tendance à dire oui, mais quid de ce qui se passe là? On l'a vu, par exemple, il y a quelques années en Ukraine, quand Vladimir Poutine envoie les blindés traverser la frontière, il y a plein de gens qui sont venus nous dire oui, mais quid de l'Amérique qui fait la même chose en Irak il y a quelques années. Quand Benjamin Netanyahu bombarde Gaza, on voit qu'il y a plein de gens qui nous disent oui, mais quid de Bachar al-Assad qui bombarde sa population, ou quid de MBS qui envoie aussi des bombes au Yémen. Et en fait, à chaque conflit, toujours, il y a cette propension à dire oui, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et ça, le problème, en fait, c'est que ça tend à invisibiliser le problème dont on parle. Effectivement, le Congo, c'est un pays extrêmement complexe. C'est un pays où il y a énormément de soucis, énormément de problèmes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a 3 000 à 4 000 soldats rwandais qui sont au Congo et qui massacrent des gens et qui violent des centaines de femmes, qui tuent des enfants, etc., etc. Et il ne faudrait surtout pas invisibiliser ça. Et je crois que la meilleure manière, justement, de ne pas tomber dans cette rhétorique du conflit entre les peuples congolais et les peuples rwandais, il y a une technique, en fait, de faire ça, à mon avis, c'est de donner la parole aux opposants rwandais. Je rappelle qu'il y a énormément d'opposants rwandais qui généralement habitent souvent ici en Europe ou aux États-Unis parce qu'ils sont traqués par le régime de Kagame. Il y a pas mal d'études d'ailleurs et de rapports qui sont sortis dernièrement pour voir comment ces gens peuvent être ciblés par les services secrets rwandais, peuvent être assassinés, etc. Mais ces gens très courageux existent, ils sont nombreux et ils sont les premiers justement à dénoncer ce qui se passe au Congo et ce qui se passe au Rwanda, et justement à prouver qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre les peuples congolais et les peuples rwandais, mais bien d'un conflit entre le peuple et l'impérialisme. Merci. Je laisserai le mot de la fin à David. Oui, en vrai, il y a une autre conférence, donc on va respecter le temps des autres aussi. On aurait plein de choses à vous décrire en termes de pistes et de solutions. On a bossé déjà sur le Parlement européen. On est en train de pousser un travail pour que la Commission se bouge. C'est un peu un combat. J'allais dire David et Goliath, mais on est nombreux, il n'y a pas de camp David dedans. Donc, continuons la liste. Nous avons écrit quelques papiers que vous pouvez retrouver chez Reporter, où on a énuméré des pistes de solutions pour justement ne pas dire que c'est un conflit entre le peuple, etc., et invisibiliser ce qui peut être fait ici. On a parlé de la réparabilité, de la réparation du droit à réparer, le fait de dénoncer un modèle d'affaires peut passer par la réparabilité qui est prévue par la loi, ce qui fait qu'on augmente la durée de vie des outils. En augmentant la durée de vie des outils, c'est moins d'argent dans les poches de certains, etc., etc. Mais je vous laisse aller les lire pour laisser la place à la prochaine conférence. Sinon, nous, on reste là quelques instants. On pourra répondre peut-être en buvant de l'eau. Et voilà, sinon, vous nous écrivez, on sera ravis de répondre. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.